Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Voici pour commencer les titres de cette nouvelle édition. La foire intra-africaine, le président de la République supervise les préparatifs d'un tel événement d'envergure continentale à 48 heures de son coup d'envoi officiel. De son côté, le Premier ministre par intérim fait ce matin le tour des stands au Palais des Expositions à la SAFEX. Dans ce midi, nous vous proposerons deux thématiques en lien avec ce rendez-vous. D'abord, le rôle de l'Algérie dans la zone de libre-échange africaine et puis les start-up algériennes à la recherche de nouveaux contrats. Elles vont démontrer toutes leurs compétences pendant cet événement. En marge de cet événement grandiose qui se déroulera dans la capitale, de nombreuses activités culturelles seront organisées en plein air à Alger, à toutes ces délégations participantes qui commencent déjà à rallier l'Algérie. La rentrée scolaire interviendra juste après cet événement. L'on règle les derniers détails. Le Premier ministre par intérim insiste notamment sur les cantines. Dès le premier jour de classe, des repas chauds seront servis aux élèves. Nous sommes à la veille aussi d'une fête religieuse, El Maoulid Nabawi Sherif. Un constat, la vente des produits pyrotechniques qui a considérablement diminué. Alors pourquoi? Nous aurons des explications à vous fournir dans quelques instants. La Russie et la Chine concluent un accord historique, un méga accord énergétique. 106 milliards de mètres cubes par an, les deux pays ont scellé cet accord lors du sommet de la coopération de Shanghai. Les bombardements à Gaza, toujours sans répit, 10 martyrs depuis ce matin, un génocide décrié de par le monde, des reconnaissances de l'État de Palestine par de nombreux pays, tout un dossier à suivre avec analyse et décryptage. Et on continue par ailleurs à suivre le 7e Festival national de l'habit traditionnel. On fait le tour des ateliers dédiés à la couture, le tissage et la broderie du caftan algérien. Et on terminera avec du sport, football, la sélection nationale toujours en stage en prévision des deux matchs face au Botswana ce jeudi et la Guinée le 8 septembre. Vous suivrez aussi une page hommage à l'un des piliers du sport algérien, Jafar Efsah, décédé hier à l'âge de 71 ans. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Rentrée sociale cette année, elle est marquée par un événement d'envergure économique et commerciale de dimension africaine. Nous sommes à 48 heures du coup d'envoi de la foire intra-africaine, dont les préparatifs sont suivis de très près par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a présidé l'ultime réunion avant le jour J, soit ce jeudi 4 septembre. Les derniers préparatifs qui sont supervisés de visu par ailleurs ce matin par le Premier ministre par intérim, Sifi Rayeb. Il fait le tour des stands à la SAFEX au Palais des Expositions où 140 pays y seront représentés avec l'équivalent de 35 000 visiteurs professionnels. Ce rendez-vous constitue en tout cas un catalyseur décisif pour la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Plusieurs organisations patronales africaines soulignent le rôle de l'Algérie dans l'accélération de l'intégration économique du continent. Le dossier est signé Sofia Boukercha. La ZLECAf représente l'un des projets les plus ambitieux pour l'intégration économique du continent. Son objectif, faciliter les échanges commerciaux entre pays africains en réduisant progressivement les barrières douanières et en ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises locales. Brahim Gendouzi, expert en économie. Il est prévu 90% des lignes tarifaires, les droits de douane seront supprimés. Cela permet une activité d'exportation renforcée pour l'ensemble des entreprises du continent. Et actuellement, un groupe de pays a commencé déjà à mettre en application les objectifs de la ZLECAf. L'occasion est donnée cette année grâce à l'IATF de faire rencontrer les partenaires économiques du continent à travers des projets et des échanges commerciaux. Les opérateurs économiques voient dans cette dynamique une opportunité concrète pour développer leurs activités et conquérir de nouveaux marchés. Toufiq Hadkayel, président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export. L'Algérie va construire des usines et tout un type d'infrastructures industrielles qui va avoir automatiquement un développement au niveau des routes et des différentes infrastructures. On va gagner énormément d'argent puisque le coût de la logistique va être moindre. On va mettre beaucoup moins de temps. On va avoir un produit de qualité dont la renommée n'est plus à faire à l'étranger. Et donc, c'est tous ces points-là font que la ZLECAf est importante pour l'Algérie. Les opportunités d'affaires le sont aussi. Et donc, le potentiel d'évolution et de faire du business gagnant-gagnant va être immense entre les différents pays d'Afrique. La ZLECAf s'accompagne d'un potentiel énorme en matière d'infrastructures, de logistique et de partenariat, ouvrant la voie à un marché africain intégré de 54 pays avec plus de 1 milliard de consommateurs.
L'IATF constitue un tremplin exceptionnel pour les PME, leur offrant ainsi la possibilité et l'opportunité de rivaliser avec les grandes entreprises. Les startups algériennes vont tout donner pour décrocher de nouveaux contrats. Samia Aloun. Les porteurs de projets start-up algériennes se préparent à participer à ce rendez-vous d'envergure continentale pour à la fois démontrer leur savoir-faire en termes de développement de solutions innovantes, mettant en valeur leurs idées pour tenter d'atteindre de nouveaux marchés au sein du continent dans des secteurs variés. Rabia Brixi, fondateur de la start-up CorpoSmart, spécialisée dans le e-commerce. CorpoSmart se démarque par un modèle innovant multicanal, adapté à la réalité du marché segmenté. En associant nos solutions FinTech à l'acte d'achat sur la plateforme, nous simplifions le parcours clients et transformant ce modèle en levier stratégique d'inclusion financière. Mettre en valeur ces innovations, c'est aussi contribuer à l'émergence d'une Afrique plus connectée et d'une jeunesse africaine formée sur la maîtrise des dernières technologies et concepts. Une start-up algérienne propose justement une approche innovante pour l'enseignement de la robotique adaptée aux plus jeunes. Moussé Daoud, cofondateur de la start-up Technologie spécialisée dans la robotique. On veut profiter de cet événement continental pour non seulement chercher de nouveaux partenaires et aussi montrer les avantages qu'on a de passer par la robotique, par le domaine technique, et pour essayer d'aider les enfants à structurer leurs pensées via les domaines techniques. Les innovateurs algériens pourront, tout au long de la foire commerciale intra-africaine, tisser de nouveaux liens avec des partenaires potentiels, investisseurs ou autres, qui misent sur l'innovation et sur la créativité pour renforcer davantage l'écosystème entrepreneurial africain. Les premières délégations commencent à regagner la capitale. 2000 participants au total à cet important rendez-vous économique et commercial dès ce jeudi à Alger. Prévu la conclusion de nombreux accords commerciaux de l'ordre de 44 milliards de dollars. L'événement sera accompagné par tout un programme culturel et sportif entre spectacles et expositions en plein air dans la capitale que la wilaya d'Alger a programmé. Juste après cet événement qui prendra fin le 10 septembre, les pouvoirs publics auront à préparer activement à la fois la rentrée universitaire, formation professionnelle, mais aussi la rentrée scolaire. Le Premier ministre par intérim, Sifer Rayeb, a enchaîné ces derniers jours des réunions pour que tout soit prêt à temps. On retiendra essentiellement 2 points de son intervention, des priorités. C'était face au Wali hier par visioconférence, à commencer par le transport scolaire, mais aussi les cantines. Dès le premier jour de classe, en effet, des repas chauds seront distribués à tous les élèves. Une mission conduite par les communes, exemple de celle de Mohamed Belouizded, son président Mohamed Amamra, contacté par Mayel 15. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2025-2026, elles sont entamées en phase de finalisation en ce qui concerne des aménagements de quelques établissements scolaires, le grand nettoyage des alentours et à l'intérieur de l'établissement scolaire. Même pour les cantines, on a anticipé, suivant l'instruction de Monsieur le Premier ministre avec le wali délégué de la circonscription de Bissendey. Alors, tous les travailleurs de la commune, ils sont mobilisés. On a anticipé avec le fournisseur des denrées alimentaires et tout ce qui en suit. Inch'Allah, le premier jour des cantines, ils seront opérationnels au niveau de la commune de Mohamed Belouizded, à l'instar de toutes les communes sur le territoire national, pour nos enfants, dès le premier jour, recevront, Inch'Allah, un repas chaud. Et toujours dans le souci d'améliorer les conditions d'accueil et de scolarisation, la wilaya d'Oran a tablé sur de nouvelles infrastructures. On fait le point avec notre correspondant sur place, Mohamed Hamza Belmadani. Dans le cadre du programme d'investissement de l'année 2025, le secteur de l'éducation de la wilaya d'Oran a bénéficié de l'inscription de plusieurs projets destinés à renforcer les infrastructures scolaires et à améliorer les conditions de scolarisation. Il est ainsi prévu la réalisation de 8 salles de classe supplémentaires du cycle primaire. 5 nouveaux CEM de type base 6 sont également construits dans différentes communes de la wilaya, à savoir Sid Chahmi, de Abir el-Jir, Hassibounif, Arze et Benfreha. Le programme comprend en outre la réalisation de 2 nouveaux lycées de type 1000 places, dont un à Ain Turk et un autre destiné à remplacer le lycée Qadir Hussein à Oran. Ces projets s'inscrivent dans la stratégie des pouvoirs publics visant à améliorer l'offre éducative et à accompagner le développement urbain d'Al Bahia. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger 3.
Et pour inaugurer et inspecter des projets relevant du secteur de l'éducation nationale, notamment à Biskra, le ministre de l'Habitat s'y est déplacé. Nous aurons bien évidemment à y revenir. Nous sommes à la veille aussi d'une fête religieuse, El Maoulid al-Nabawi Sharif, avec un constat cette année que vous avez sans doute tous établi. La vente des produits pyrotechniques n'occupe pratiquement pas les étals des marchés, encore moins les rues ou les principales artères à Alger comme ailleurs. Le constat est établi par Mariam Djarli. Chaque année, au Maoulid al-Nabawi Sharif, malgré l'interdiction, les produits pyrotechniques représentent un danger réel, responsable de blessures graves et parfois irréversibles. Si ces produits se font de plus en plus rares dans les rues grâce aux saisies, le commerce illégal se déplace désormais sur Internet et les réseaux sociaux. Maître Benzaroug Mohamed Redouane, expert judiciaire auprès des tribunaux et conseils d'État, nous éclaire de son expertise juridique sur le cadre légal strict entourant la vente de produits pyrotechniques. À l'approche de la fête de Maoulid al-Nabawi Sharif, la problématique des produits pyrotechniques est un sujet récurrent et sensible par rapport à la sécurité publique. L'autre problématique, c'est la vente en ligne des produits pyrotechniques qui soulève plusieurs problématiques d'ordre juridique, sécuritaire et sanitaire et social. Les sanctions pénales, c'est surtout la détention et la commercialisation non autorisée de produits pyrotechniques et elles sont assimilées à du trafic de produits dangereux. De son côté, Hassan Menouar, directeur de l'association de protection des consommateurs MN, insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation car l'usage des pétards dépasse largement la fête du Maoulid al-Nabawi Sharif. Nous avons remarqué ces dernières années que l'utilisation des produits pyrotechniques avant et pendant la fête du Maoulid al-Nabawi Sharif a nettement diminué. C'est dû à toutes les campagnes de sensibilisation menées par les associations, les médias, les mosquées, par le contrôle qui a été bien serré au niveau des ports, mais aussi à cause du pouvoir d'achat des Algériens qui ne peuvent plus se permettre cette fantaisie. Donc il faudrait faire encore un travail dans la sensibilisation, dans l'interdiction et dans la surveillance. Malheureusement aussi, ces produits sont actuellement très utilisés dans les célébrations de fêtes de mariage, dans les stades, et c'est ce qui cause beaucoup de dégâts. Le secteur de l'énergie enregistre une avancée considérable à Oum El Bouari en matière de production en minière. La wilaya compte 69 carrières. Sa production couvre ainsi toute la région. Le constat de Nassal Benessem. Le secteur de l'énergie et des mines au niveau de la wilaya d'Oum El Bouagui, dont le taux de raccordement à l'électricité est de 97% et celui du gaz de 91%, enregistre aussi une importante production minière à travers les carrières en exploitation. Plus de détails avec M. Rahmani Mourad, directeur de l'énergie et des mines de la wilaya. Le secteur de l'énergie et des mines au niveau de la wilaya d'Oum El Bouagui enregistre 69 carrières en exploitation à l'échelle de wilaya, en employant un effectif de 1010 employés. La production annuelle de ces 69 carrières est de 6 674 287 mètres cubes. La quantité de production est satisfaisante largement les besoins de cette wilaya. D'Oum El Bouagui, Nasser Ben Sam pour Alger Chaîne 3. 12h42 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. La Chine et la Russie viennent de conclure une alliance énergétique historique avec un méga accord pour la construction du gazoduc Force de Sibérie 2 vers la Chine avec un volume de 106 milliards de mètres cubes de gaz par année. C'était lors du 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. On écoute à ce propos Emmanuel Desfourneaux, directeur de l'Institut euro-asiatique contacté par la BA Slimani. L'Europe prend des sanctions contre la Russie. Par contre, lorsqu'il est question de Gaza, il y a des différends au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que l'Union européenne a du mal avec son identité. Sur la question du budget du gaz, puisque c'est porté essentiellement sur cela, vous voyez bien que dans une semaine, vraisemblablement, le gouvernement de Bayrou sautera, et pour une question essentiellement budgétaire. Donc les conséquences sont essentielles, à la fois pour l'Europe, mais également pour les pays de l'Union européenne, tels que la France. À l'Europe, on le voit bien à travers notamment ses liens avec les États-Unis, les négociations qu'il y a eu entre la Commission de l'Union européenne et Trump éprouvent énormément de difficultés à faire valoir son indépendance. Et le rapprochement entre les trois grands pays, à savoir la Chine, l'Inde et la Russie pendant ce sommet de Shanghai, risque de provoquer une onde de choc sur la scène géopolitique. La nécessité
volonté de réformer le système des Nations Unies. Mais c'est pas nouveau. La Chine, aujourd'hui, devient un leader incontestable de cet ordre international alternatif. Il semble, en tous les cas, se mettre en place. Et ce qui est très intéressant du côté de la Chine, on voit l'apparition de nouvelles organisations internationales à Hong Kong, fin de cette année ou début d'année 2026. Il y aura la création d'une organisation internationale pour la médiation qui proposera une nouvelle justice internationale. Il va y avoir aussi sans création d'une organisation internationale sur l'intelligence artificielle qui prendra lieu à Shanghai. Il y a un déplacement, et c'est ça qui est très intéressant, des organisations internationales de l'Ouest à l'Est. C'était le décryptage d'Emmanuel Desfourneaux, directeur de l'Institut euro-asiatique, contacté par Rabea Slimani. On rappelle que le 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a condamné dans sa déclaration finale les agressions à Gaza, le génocide, et appelé à un cessez-le-feu immédiat. À Gaza, les bombardements sans répit depuis l'aube, selon des sources médicales, 10 Palestiniens ont été tués chez eux, à la rue Al-Quds et à Al-Hawa, dans le sud de la bande. En tout cas, les taux se resserrent visiblement sur l'entité sioniste. De nombreux États ont rompu des contrats d'armement et d'autres reconnaissent le statut d'un État palestinien qu'Israël veut absolument anéantir. La Belgique le fera officiellement lors de la session de l'ONU ce mois-ci. Selon Rania Mehdi, militante et juriste palestinienne établie à Genève, il faut un peu plus. Elle est contactée par Kalima Bennour. La Belgique elle est en train de réfléchir sérieusement de la reconnaissance d'État palestinien. Et d'autres pays européens, la Palestine aux Nations Unies à Genève, elle est reconnue par la résolution des Nations Unies 181-1948. Elle a un statut observatrice. Symboliquement, c'est bien les États qui prononcent ça, mais honnêtement, la priorité d'abord, les Israéliens arrêtent le génocide à Gaza, arrêtent le système d'apartheid au Cisjordanie, arrêtent le système de colonisation. Les colons israéliens, ils attaquent énormément le Cisjordanie. Comme je vois les gens morts de famine et de soif, ça c'est la honte pour la communauté internationale. Et justement, pour briser ce blocus et aider les Gazaouis, il y a eu plusieurs flottilles de solidarité. La toute dernière a pris le départ depuis Barcelone vers Gaza sur la conformité de telles initiatives aux lois internationales. On écoute Mahmoud Abou Himed. Il est juriste palestinien contacté par Kalima Bennour. La flottille humanitaire qui se dirige vers Gaza, encerclée et qui subit un génocide, est considérée selon la loi internationale comme une aide protégée par les conventions de Genève et les lois humanitaires, surtout si elle transporte des produits alimentaires et des médicaments pour des civils. C'est bien cela dont ils ont besoin, et légalement toute entrave à ces navires dont les eaux internationales est une infraction à la liberté de navigation selon les lois des mers. Et si ces navires sont bloqués en mer, cela est considéré comme un acte illégal, voire même du piratage, et un renforcement du blocus contre Gaza, ce qui est qualifié par les Nations Unies de punition collective illicite. En bref, en Afghanistan, le séisme pourrait avoir affecté des centaines de milliers de personnes selon le coordinateur de l'action humanitaire de l'ONU. Selon lui, on s'attend à une augmentation exponentielle du nombre de victimes. Dernier bilan officiel, plus de 900 morts et plus de 3000 blessés. Et puis au Soudan, plus de 1000 personnes ont perdu la vie lors d'un glissement de terrain lié à ces pluies torrentielles dans un village du Darfour à l'ouest du Soudan. L'Union africaine appelle les parties prenantes du conflit dans le pays à baisser les armes et à s'unir pour acheminer l'aide aux victimes. Quelques jours de l'automne, visiblement la chaleur n'a pas encore dit son dernier mot. Dans les jours qui viennent, les services météo prévoient des températures caniculaires. Fawzi Arski, ingénieur en chef en prévision à l'Office national de la météo, contacté par Mehdi Hadawi. Météo Algérie prévoit une nouvelle vague de chaleur est attendue à partir de samedi, où elle touchera surtout les régions côtières et intérieures de l'ouest et du centre, avec des maximales prévues entre 38 et 40 degrés sur le littoral et de 41 à 44 degrés sur l'intérieur. L'est du pays sera concerné à partir de dimanche. Et pour les prévisions de ce mardi, restez avec nous. Vous aurez la page météo de Hajar Messoudi à la fin de cette édition. Hamza Rahmouni, on entame cette page sport avec un hommage à Jafar Yefsah, décédé hier à l'âge de 71 ans. Et qui sera inhumé ce mardi après la prière de Dhahr au niveau du cimetière de Garidi à Kouba. Jafar Yefsah, l'un des piliers du sport algérien, décédé hier à l'âge de 71 ans après un long combat contre
la maladie, le regretté Jafar Ifsah a occupé plusieurs responsabilités importantes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'à la Fédération algérienne de handball. Il demeure l'une des personnalités sportives les plus influentes du pays, ayant laissé une empreinte durable sur la scène sportive nationale. Il a notamment supervisé l'organisation de nombreuses manifestations et événements dédiés au sport et à la jeunesse dans les 9e Jeux africains tenus en Algérie en 2007. Il a eu un parcours riche en engagement et en action. Le défunt s'est distingué même par sa maîtrise remarquable de l'organisation d'événements sportifs. Le service des sports de la Chaîne 3 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. En football, Hamza, les Verts qui poursuivent leur préparation en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le stage qui a débuté hier lundi au Centre technique national de Sidi Moussa pour préparer les deux rencontres, comptant pour la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le groupe G, avec tout d'abord la réception du Botswana ce jeudi au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou et face à la Guinée le 8 septembre. Le groupe s'est complété, donc avec notamment l'arrivée des fans Shaibi Ahmed Touba et également Ilan Qabbal qui effectue son retour en sélection nationale après avoir été retenu une première fois par l'ancien sélectionneur Jamel Belmadi. On va écouter justement Ilan Qabbal, le milieu offensif du Paris FC, qui parle de cette convocation. Très heureux, j'ai hâte d'y être avec tout le groupe et non, très heureux d'être là. Je l'ai appris à la télé, donc voilà, j'ai été surpris et très heureux et je l'ai appris comme tout le monde à la télé, donc très content. Le plus important c'est de performer en club et ensuite, comme je dis, voilà, d'être compensé en sélection et ensuite voilà, là je suis en sélection et le but c'est d'essayer d'être bon, de jouer mon jeu et c'est ce que je vais faire. Et à l'occasion de ce stage, il y a eu cette défection de Ryan Aitnouri, blessé. Il a été remplacé par le joueur du Shabab Agadi de Belouizdad, Naufel Khassef. Les Verts effectueront ce mardi une séance d'entraînement avec un effectif au complet. Le groupe effectuera également le déplacement à Tizi Ouzou avant de s'entraîner demain sur la pelouse principale du stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou. Les Verts auront l'occasion de valider leur billet en Coupe du Monde 2026 dès le 8 septembre en cas de victoire face au Botswana et la Guinée et qu'en même temps le Mozambique perd au moins un match. Le Conseil supérieur de la jeunesse organise la 3e édition des camps d'été spécialisés des jeunes pour l'année 2025 pour une durée de 7 jours avec la participation de plus de 800 jeunes venus des 4 coins du pays et même de l'étranger. On arrive aux activités culturelles. C'est toujours le Festival national de l'habit traditionnel. Il est toujours en cours. Salim Brahimi nous propose aujourd'hui une virée autour des ateliers dédiés à la broderie, à la couture et au tissage. Nawel Fakharji et Safi Nesrine ont des notions de broderie. Elles souhaitent approfondir leurs connaissances en couture. Elles se sont donc inscrites aux ateliers proposés par le festival. 2 générations de femmes réunies par un travail ancestral bien de chez nous qui permet de confectionner l'habit traditionnel algérien dans le kaftan. On est en train d'apprendre des cours de fetla, medjboud, kentir, l'aqash, le ghorza. J'ai ramené ma fille aussi. C'est un héritage que je voulais partager. Nesrine, votre maman a participé à l'atelier de confection de broderie. Pourquoi vous l'avez accompagnée dans cet atelier? Notre patrimoine est tellement riche. En tant que jeune, c'est mon devoir. J'aime les traditions. Je voulais vraiment faire de l'atelier tel fetla, le medjboud. Pour les jeunes, les amis à travers la radio, nous venez. Des ateliers, c'est pour eux. Est-ce que vous avez dépassé votre maman dans la confection et la broderie? Ben oui. Ils nous ont dépassés quand même. On commence à vieillir. Là, on ne retient plus comme avant. Maintenant, on donne le flambeau à nos jeunes, à nos filles. Boumil Fatima est artisane. Elle anime des ateliers de broderie et partage son savoir-faire avec les participantes. Son travail, elle le fait à l'ancienne. J'ai animé des ateliers comme Shbika pour donner pour les jeunes. La broderie, c'est tello, ftla. Sur le tissu, le fil, pour apprendre le ghorz, miet ghorza ou ghorza yta'allemouha. Dernier jour pour profiter des expositions et ateliers proposés par le 7e Festival national de l'habit traditionnel. Ça se passe au Palais des Raïs à la base Casbah. Et pour être plus complet dans cette édition, il y a la page météo de Hajar Moussaoudi.